On veut bien être gentil, mais pas con. La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques rouges. Le capitalisme n'est pas... Jouez pas au con avec nous. On est trop gentil. Le rouge c'est la couleur du sang, la rouge c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence. On est gentil. On est toujours gentil. Le capitalisme n'est pas... Arrête-toi. Mais le rouge c'est aussi la couleur du vin. Le vin qui dit vin dit pot de vin. Parce que tout ça c'est magouille et compagnie, c'est politico. Tu vois, c'est des histoires de fric. Je vote pas pour les capitalistes, hein. Quoi, je suis ouvrier. On est trop gentil. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus Lille sur le 106,6 en modulation de fréquence et nous sommes le lundi 16 avril, il est 8h du mat et rageusement on passe au rouge aujourd'hui sur la lutte que mènent actuellement les cheminots. Alors je signale que la musique de l'indicatif dont Passe au rouge a été faite maison par Vincent Gendreau. Cette émission est diffusée le 3e lundi du mois à 8h sur Radio Campus 106,6. Mais vous pouvez la réentendre sur le site campuslille.com, tout comme sur YouTube ou sur Facebook. Merci Seb. Et aujourd'hui encore pour nous accompagner, une chouette bande de déglingos avec Lydie et Laurent. Alors Lydie et Laurent est dans le rouge, plus je vous écoute, plus je me dis il y a un truc entre vous, non ? Eh oui, avec le train social du 19 avril, tout est possible. Merci. Parfait Lydie, mais quand tout semble mort, quand tout semble triste, quand tout semble perdu, il faut penser printemps social. Et merci Laurent. Jean-Jacques, encore passer toutes tes soirées sur des mineurs ? Tout à fait. Moi je dirais que l'avenir de l'humanité, de la France et de nous tous ici se joue ce soir dans cette émission, enfin ce matin à 8h. Merci Jean-Jacques, on te retrouve tout à l'heure avec Vlal Vlog. Et alors j'ai crié et Aline, pour mais que tu reviennes. Je suis là et on soulignera ton originalité. Merci. Merci, de rien. Oui, Sabrina également pour l'équipe est sauvage. Sabrina qui est un peu notre Rosa du Luxembourg aujourd'hui. Et surtout Sabrina qui défie Habib aux échecs parce qu'elle pense qu'elle peut vraiment lui mettre la misère. Sans nul doute, Habib qui est un peu la Roselyne Bachelot. On verra ça tout à l'heure. Habib qui est un peu la Roselyne Bachelot de Radio Campus. On te retrouve dans d'autres émissions régulièrement à faire l'expertise. Il se reconvertit, il était à CGT avant, puis il se reconvertit dans l'audiovisuel. C'est ça. Salut gros dada, ça va ? Merci Habib, on te retrouve avec tes chroniques de l'Union locale CGT Tourcoing. L'instant qu'on attend tous en fin d'émission, ce sera Joel Bolshaw avec l'inénarrable Working Class Heroes. Colchic dans les prés fleurissent, je répète, colchic dans les prés fleurissent. Fallait la faire celle-là. Je te sens encore en forme, Jo. Benjamin, toujours entre un peu le foot, l'Assemblée nationale, la lutte des classes, où en es-tu toi ? Eh bien, je suis sur la ligne Lille-Douai et mon train, j'y tiens. C'est touchant. Et enfin, Seb, un peu le réalisateur raélien stressé, ça va toi ? Oui, le 19 avril, je me mobilise, je me mets en grève et je manifeste. Et parfait. Alors avant d'aller manifester, on retrouve l'équipe de Part de Marché qui est partie au marché de Collier, comme chaque mois, vous commencez à être habitués. C'est parti. En ce dimanche de Pâques sur le marché de Collier, en vous interrogeant sur la mobilisation des cheminots pour le service public, on n'a eu qu'un seul son de cloche. À l'heure où les cheminots mènent un combat décisif pour défendre le service public, on a voulu savoir votre avis sur cette grève. On prend notre part de marché. On a besoin de se défendre, de toute façon il n'y a pas que les cheminots, il faut défendre son travail, c'est normal. C'est normal. Là, ils se lancent dans une grève de 3 mois, peut-être, vous les soutenez ? Même si c'était 6 mois, je suis tout à fait d'accord. C'est peut-être pas la solution la meilleure, on va dire, d'arrêter de travailler, parce que c'est vrai que d'un côté, ils ennuient les gens qui vont au travail, mais enfin, il faut bien faire quelque chose, il ne faut pas rester inactif. Ouais, ils ont raison. Parce que j'ai des copains qui sont cheminots aussi. C'est leur bien, c'est leur ressource. Hein. Vous les soutenez ? Ouais, je sais pas comment, mais ouais, dans ma tête. Oui, ils ont raison. Je sais qu'il y a une cagnotte qui s'est mise en place aussi pour les aider à tenir, à avoir quand même un minimum pas de rémunération parce que ce sera pas ça, mais pour les aider à tenir, et je pense que je vais participer. Je trouve ça important. C'est un mouvement quand même qui a toutes les raisons d'exister quand même. Ils manifestent pour leur statut, c'est tout à fait normal qu'ils manifestent. C'est pour la bonne cause, d'accord.
C'est un mouvement qui doit exister à la ligne. Il ne faut pas non plus rester les bras croisés devant des décisions qui se prennent. On fait passer ça par des ordonnances, c'est pas normal. Écoutez, j'en sais rien. Les cheminots, Oui. est-ce qu'ils ont raison de se battre d'après vous? Tout à fait. Oui. Un petit peu à la fois, tous les... ça va être fini, tous les... Je sais pas, mais dans tous les coins, ça... Quand c'est pas les trains, c'est autre chose. Et quand... Bon, je trouve que ça tourne au vinaigre, tout ça. Vous trouvez pas? Ils ont raison de se défendre, hein. Ils ont raison de se défendre, parce qu'un petit peu à la fois, qu'est-ce que ça licencie tout partout? Et vas-y, ça fait n'importe quoi, hein. Enfin. Et après tout, chacun défend son métier. Pourquoi pas les cheminots, voilà. Maintenant, moi j'ai pas d'avis tranché là-dessus, je suis pas cheminot, j'en suis même loin comme dans ma profession, donc... mais bon, voilà, chacun défend son métier, et moi je vois pas d'inconvénient. Donc ils ont raison de bloquer comme ils vont le faire pendant 3 mois? Disons que s'ils veulent avoir gain de cause, il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Après, évidemment, c'est tous les particuliers qui sont embêtés, et ça, forcément, ça bloque le pays, mais ils ont pas d'autres moyens, j'ai envie de dire, pour avancer, pour avoir gain de cause. Étant donné qu'ils se battent pour les droits de leurs futurs collègues et la possibilité pour les Français d'avoir accès à un service public de qualité, de pouvoir se déplacer, donc trouver un travail, pouvoir circuler librement en fait sur le territoire sans nécessairement avoir besoin ni d'un permis ni d'une voiture. Je pense que c'est un combat qui recoupe en fait beaucoup de questions, des questions environnementales, des questions sociales, des questions d'accès de tous aux services publics. Voilà, c'est tout, ils ont un statut, il faut leur laisser, hein. Ils ont le droit, ils ont travaillé des années. Voilà, il y a des endroits où ils travaillent vraiment et qu'ils ont besoin d'avoir leur retraite. Il y en a qui sont peut-être dans les bureaux, peut-être moins, mais voilà, chacun... Non, moi je trouve qu'on a des droits et on doit les continuer, ces droits. Et pour n'importe quel travail, je crois. Incroyable. Vous êtes non seulement favorable à la lutte des cheminots, mais vous la soutenez en plus, et avec conviction. Vous voyez que les cheminots défendent bien plus que leur statut. Ils luttent pour l'intérêt général. Mais alors, que pensez-vous de la privatisation? Et pourquoi tenez-vous au service public? On y perd parce que, à mon avis, privatiser, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont faire ce qu'ils veulent, et puis il faut s'attaquer à l'un, il faut s'attaquer à l'autre, on ne sait plus, ça appartient à qui, ça appartient... non, je vois pas ça tellement bien. Le gouvernement veut privatiser la SNCF. C'est bon pour nous, ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pourquoi? Ils prennent beaucoup le travail, ils subturent, donc voilà, ça va pas être un bien aussi pour l'emploi, non. Parce que, tout simplement parce que je considère que l'État n'a de justification d'existence en tant que structure sociale qu'à partir du moment où il est utile à ceux qui le composent et pas à seulement une frange de ceux qui le composent. Personnellement, je pense qu'à un moment donné, il faudra peut-être arrêter de vendre tous les joyaux de l'État. À mon avis, les autoroutes, c'était une erreur. Maintenant, c'est fait, on ne reviendra pas dessus. Donc, pourquoi pas les SNCF? Ça pourrait être aussi le même problème, en fait. Faut regarder dans le détail, mais non, ça a déjà commencé de toute façon la privatisation de la SNCF, et on voit que ce que ça donne, c'est pas terrible, ni pour les employés. Enfin, je veux dire, les gens qui sont embauchés comme ça, privatisés, ils sont pas forcément bien payés, ils ont pas de sécurité, les horaires de maboule, je sais pas. Non, c'est pas forcément une bonne chose. Je suis très attachée à la notion de service public. Surtout que, la qualité après des rails, etc., ça va en pâtir. Voilà, donc je pense pas qu'on y gagne au bout du compte. C'est important que la SNCF reste un service public pour vous? Oui. Ouais. Parce que pour que ce soit en bon état, pour que ce soit accessible, pour aussi que ça puisse être desservi partout, que des lignes ne ferment pas. Si ça commence à privatiser, les billets de train ils vont finir comme en Angleterre, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y aura tellement d'accidents, il y aura tellement de maintenance inaccomplie que tout ça se terminera mal. Il y aura des morts pour de l'argent. C'est l'éducation nationale qui m'a formé, c'est la sécurité sociale qui m'a aidé, c'est tous les services publics qui ont fait que je suis quelqu'un... S'ils privatisent, c'est de la merde.
excuse-moi, je suis pas l'expert dans le domaine, mais je vais dire un truc, tout ce qui a été privatisé, tu vois quoi, dans les trucs publics, pas la SNCF, mais dans d'autres pays, je veux dire. En voie ferrée, c'est parti en cacahuète. Parce que justement, c'est privatisé, ils mettent moins de moyens. Tu vois ce que je veux dire? L'État, c'est un garant de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même ça. C'est dans ce sens-là que je le pense. Après, je suis pas un expert. Mais tu vois, on est à la merci des mercantiles. Non, c'est pas bon. Parce que les tarifs vont changer. Par exemple, les tarifications changent tout le temps. Alors là, le gouvernement n'aura plus la mainmise pour réglementer. Bon, normalement, non. Il ne doit pas faire la privatisation à tout va, non. C'est pas bon. Est-ce qu'il faut que ça soit privé, les trains? Non. Parce que les déplacements, il est pour tout le monde et ça ne serait pas simplement pour les gens qui travaillent. Je trouve qu'il y a beaucoup de familles qui sont séparées et que le train, c'est un déplacement plus facile pour les gens. Pour vous, le service public, c'est quelque chose qui est important? Oui, parce qu'on peut rencontrer plein de monde. Donc c'est le seul moment où les gens ils peuvent parler ou apprendre à se connaître. Par rapport, si on se croiserait dans la rue, personne ne se parle. Voilà. Bon, j'ai pas trop de temps. Merci beaucoup. C'est des gens qui sont au service du bien public et du service public. Et ils prennent pas les gens en otage, ils leur rendent service au quotidien. Et non, ils ont des droits, ils défendent nos droits à travers cette grève. Donc moi, je trouve ça très bien. Vos droits aussi, vous trouvez que ça touche tout le monde? Ouais, bien sûr. Pourquoi? Vous pouvez nous expliquer ça? Parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir, la SNCF, s'ils privatisent tout et comment... Que ce soit en termes de tarification, en termes de service, en termes de... Est-ce qu'on va toujours desservir les petites gares, déjà qu'en ce moment, c'est plus trop le cas. Qu'est-ce que ça va devenir après? Non, c'est un bien public. C'est un bien commun qu'il faut défendre. C'est ce qui fait société. C'est ce qui fait. Merci. Moi, je vous laisse. Merci beaucoup. Au revoir. À notre grande surprise, c'est encore l'unanimité contre les privatisations et pour la défense du service public, bien commun de la nation. À vous entendre, une conscience de classe s'exprime. Vous nous dites que la privatisation nous mettrait à la merci des mercantiles, et en effet, elle ne profiterait qu'aux actionnaires. Pour les conditions de travail, l'environnement, les tarifs, la qualité et la sécurité du transport, vous avez conscience que le service public, c'est la seule réponse. Pour finir, vous avez le dernier mot. Enfin, d'après les sondages, il y a 70% des Français qui sont jaloux parce que vous avez des avantages complètement cons. Vous n'êtes pas jaloux, monsieur? Bah non. Non. Vous pensez qu'ils ont raison de se battre pour leurs droits? Bah bien sûr. Bah ouais. Vous les soutenez là, même s'ils font une grève de 3 mois? Bah bien sûr. Ouais. Je m'y connais pas en politique. Bah non, puisque les Anglais, d'après ce que j'ai entendu à la radio, les Anglais, ils ont revenu en arrière aux nationalité. Voilà. J'en sais rien, le politique, je sais qu'on se fait baiser, les gens d'en bas se fait baiser quoi. Là, que ce soit à gauche ou à droite, je sais pas mieux. Ah ouais, c'est un micro ça. Oui, ouais, je croyais que c'était j'aurais pris pour jouer pour mon chat. Ouais bah voilà, vous avez raison, cette grève, faut faire une grève générale, tout bloquer le pays. Hein. Faire une grève générale, tout bloquer le pays. C'est ça qu'il faudrait? Ouais, bah bien sûr. C'est derrière le combat des comme cheminots. En 36, comme en 1936. Là, c'est d'accord. 36, c'est valable, là, mais maintenant, il n'y a plus de fraternité comme avant. Maintenant, c'est un peu chacun pour soi. Hein. Une société individualiste, égoïste. Hein. C'est plus le même. Hein. Là, à la place des gens d'être solidaires avec les cheminots, de faire grève en même temps, et ils disent on est retenu en otage et toutes les conneries. C'est le gouvernement qui retient les gens en otage, c'est pas les cheminots. Il y a un interprète comme ils veulent, ils manipulent les gens, les radios comme ils veulent. Hein. Ben voilà, je sais pas quoi. Bon courage. Comme quoi vous y connaissez bien en politique, monsieur, hein, quand même. Oh. Merci. Bon dimanche. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus Lille sur le 106,6.
Alors des réactions là sur part de marché. Ouais, Ben. Bah déjà, je voudrais remercier tous ceux qui ont été tendre le micro sur le marché. Donc il y a Quentin, Loïc, Seb et moi-même. Je crois que c'est notre 5e numéro de part de marché. Ouais, et 6e numéro de part de marché. Et voilà, comme vous avez pu l'entendre, encore beaucoup de bon sens populaire, de solidarité qui s'exprime. Ça fait du bien à entendre. Ouais, encore un part de marché de qualité. Joseph, tu voulais... C'est marrant, j'ai cru comprendre qu'il y avait certains médias aujourd'hui qui étaient en recherche d'usagers exaspérés, qui lançaient des appels au peuple. Alors c'est marrant, parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout le son de cloche qu'on entend... sur le marché de Collier. Ah, il y avait Jean-Jacques qui avait levé la main. Justement, c'est la question que je me posais. Combien d'usagers en colère vous avez supprimé de votre interview ? Non seulement on en a trouvé 0, mais à la fin j'ai dit à Loïc, viens on essaie de trouver des gens qui ont l'air d'être de droite parce qu'il nous faut quand même un peu de contradiction, et on n'en a pas trouvé. Laurent, tu voulais dire quelque chose ? Non, mais en fait, comme il y a une dame qui parlait de cagnotte de solidarité avec les cheminots, et justement, je suis allé voir, là, il y a plus de 700 000 euros là, et où est-ce qu'on donne ? Petits dons, je connais plus l'adresse, on fait une recherche, mais qu'on voit la quantité va de sur gens le qui site de donnent, la CGT, tu auras l'adresse. Quand on voit la quantité de gens qui donnent, on voit qu'il y a une grosse vague de solidarité. Là. Merci Laurent. Justement, Laurent, là, tu reviens d'un voyage. Là, c'est surtout Lydie qui excuse-moi, de Moscou, je vous confonds. Et puis ça a été le début d'une réflexion. Enfin. T'es déjà rentré de Moscou ? J'ai dû rebrousser chemin à cause d'une tempête de neige en Russie. Du coup, mon hyperloop s'est arrêté à Minsk et je n'ai pas pu aller récupérer les archives sur le Tupolev 144. Le Tupo quoi ? Le Tupolev 144. Tu sais, le supersonique. Le Tupolev. Pourquoi tu t'intéresses encore à ces vieux machins là ? T'as la nostalgie des transports lents ? Bon, attends un peu que je me renseigne. Le Tupolev 144, Tupolev Stochevsk italien, entre 1968 et 1986, avion de ligne russe d'une capacité de 120 passagers. Sa vitesse culminait à 2500 km/h. Ok, c'est l'un des quadriréacteurs qui au XXe siècle dépassait la vitesse du son comme le Concorde. Mais ces appareils consommaient beaucoup trop, non ? Oui, si bien que les prix des vols étaient prohibitifs et étaient réservés à une élite. Mais tu sais, ce sont quand même les États qui ont impulsé les recherches sur les supersoniques qui permettaient d'atteindre des vitesses records. Enfin, t'imagines 3h30 pour un Paris-New York ? 3h30 ? Ouais, tu sais, le confort dont nous bénéficions aujourd'hui n'a pas toujours existé, hein. C'est d'ailleurs le résultat d'une politique volontariste, d'une part, de développement des énergies propres et renouvelables, et d'autre part, de la nationalisation des industries de pointe. Il fallait bien ça après l'épuisement des hydrocarbures. Mais cela n'a pas été toujours le cas. Tiens, prenons exemple sur ce 21e siècle, dans la période qu'on a baptisée plus tard la décadence libérale. Les transports en commun, et notamment le train, fonctionnaient à l'énergie électrique. C'était plutôt propre comme énergie à l'époque. Eh bien justement, à cette époque, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, tu sais, le même qui est devenu par la suite président de la République, lui, il a jugé bon de mettre en place des lignes de bus fonctionnant en diesel pour concurrencer le train. Le diesel, et pourquoi pas du cyanure tant qu'ils y étaient ? Ah mais tu sais, tout était bon pour stimuler la concurrence qui devait être libre et non faussée. La concurrence ? C'est une logique d'entreprise privée, ça. Il me semblait que leur société des chemins de fer était gérée par l'État. Tu l'as dit, Bouffi. À la fin du XXe siècle, la SNCF entre dans une logique de rentabilité. Mais ça s'est passé progressivement. Parce qu'une privatisation du jour au lendemain, ça ne serait jamais passé vis-à-vis de l'opinion publique. Oui, d'autant plus qu'elle arrivait après celle de l'énergie, des télécoms, qui avaient vu les prix du gaz, de l'électricité et de la téléphonie augmenter drastiquement. Sans parler des vagues de burn-out dans ces entreprises qui avaient vu un grand nombre de salariés se suicider devant les méthodes de management barbares que le passage au privé impliquait. Oui. C'est pour ça qu'ils y sont allés progressivement. Alors ils ont commencé par découper le camembert en plusieurs morceaux pour pouvoir plus facilement le privatiser par la suite. Je vois ce que tu veux dire. Ça a commencé en 1997 par le transfert du réseau ferré national à une entreprise qui se nommait Réseau Ferré de France. La SNCF continue à exploiter le réseau, mais elle n'était plus propriétaire des rails sur lesquels les trains circulaient. Au même moment, ils ont transféré la gestion des trains express régionaux aux régions. Et ça s'est fait dans le cadre de la décentralisation. Donc les contrats étaient conclus avec les régions et non plus avec l'État. C'était une situation idéale pour commencer à privatiser des morceaux de SNCF en catimini. C'est d'ailleurs le début des embrouilles, comme par exemple avec le service national des messageries. Ça s'appelait le CERNAM. Ce service est devenu une filiale de la SNCF, puis a été privatisé en 2002, avant de déposer le bilan en 2012. Patatras. Et de son côté, le fret, c'est-à-dire le transport de marchandises,
a été libéralisé en 2007. C'était tout ce qu'il fallait pas faire en 20 ans. Le transport de marchandises avait été multiplié par 2 en France. Pourtant, le fret se portait mal. La part du transport ferroviaire avait été divisée par 3. Mais aux yeux des entreprises, le transport routier était plus rentable que le fret. La libéralisation du rail n'a en rien aidé le secteur économique puisqu'elle s'accompagnait du désinvestissement de l'État dans un secteur déjà en crise. Et comme souvent dans le système capitaliste, c'est l'impératif écologique qui a été sacrifié sur l'autel de la compétitivité. D'autant plus qu'au niveau du transport de voyageurs, la SNCF n'a pas fait mieux. À l'époque, la politique ferroviaire de la France avait misé sur les trains à grande vitesse, les TGV qui roulaient à 320 km/h. Mais attends, pour l'époque c'était super rapide. Mais c'est vrai, moins bien que le projet concurrent de l'aérotrain, qui lui atteignait la vitesse record de 422 km/h. Mais bon, comme ce projet était gourmand en hydrocarbures, il fut vite abandonné. C'était galère, hein, l'époque où le téléporteur n'existait pas. Enfin bref, les pressions de la SNCF furent nombreuses pour adopter le projet TGV. Ce train est devenu une sorte de vitrine de l'excellence technologique. En effet, il a été exporté en Corée du Sud notamment, mais les exemples les plus concrets sont l'Eurostar et le Thalys. Le TGV était inscrit dans une démarche européenne affirmée car il permettait l'interconnexion avec le réseau européen. Bon, mais après, tout TGV a eu pour conséquence la suppression des lignes secondaires, et ce, dès les années 1970. Parce que tu vois, le choix de construire le réseau TGV impliquait une orientation massive des investissements vers cette nouvelle technologie. La SNCF tranchait dans le réseau en fermant des lignes dites non rentables, les petites quoi. Et elle négligeait ces trains transrégionaux qui pourtant désenclavaient certains territoires. Et c'est ainsi que le principe de l'équité territoriale était passé à la trappe. Leur politique déséquilibrait le réseau et entraînait une hiérarchie géo-économique des territoires. Ce qui privilégiait les grosses villes comme Paris ou Lyon au détriment des régions rurales comme par exemple le Massif central, sans parler des inconvénients économiques. Quand le TGV arrivait dans une ville, cela se répercutait sur les prix de l'immobilier. C'était d'autant plus flagrant dans certains quartiers populaires proches des gares, comme celui de Villefive, où les prix flambaient constamment. Autre conséquence du tout TGV, les lignes à grande vitesse absorbaient les investissements prioritaires au détriment des réseaux secondaires. D'énormes retards s'accumulaient sur les petites voies qui conduisaient à des catastrophes. Et on assiste alors à des déraillements à cause de la vétusté des équipements. Incident d'un autre âge pour une entreprise pourtant à la pointe de la technologie ferroviaire. Et dire que certains pensaient qu'en privatisant, ce serait mieux. Ben non, justement. La privatisation et son corollaire, la déréglementation, entraînent une hausse des accidents, car le réseau est moins bien entretenu, car il est confié à la sous-traitance. D'ailleurs, à la fin du XXe siècle, au Royaume-Uni, il y avait eu un accident de train tous les mois après la privatisation de leur réseau. Sans compter la hausse du prix du billet et la gestion d'un seul axe par plusieurs compagnies. Mais, selon le responsable de la SNCF de l'époque, la privatisation n'était pas à l'ordre du jour. Tiens, écoute ça. J'ai entendu parler ici ou là de privatisation, mais même pas en rêve. Ça sonnait faux, d'autant plus que les Français étaient habitués aux éléments de langage de leurs dirigeants. Rappelle-toi de ce que disait un certain Sarkozy à propos d'EDF-GDF. On ne viendra pas à la privatisation. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net. Ce qu'on n'avouait pas au grand public, c'est que la dette coûtait cher à la SNCF et aux usagers. Et il aurait fallu que celle-ci soit reprise à taux zéro par la Caisse des dépôts et sans aucune contrepartie utile au développement social et écologique. Se libérer du poids de la dette, c'était permettre les investissements et le recrutement. Il aurait aussi fallu revenir à une tarification au kilomètre, plus juste et équitable qu'une multitude de tarifs pour un même trajet à laquelle l'usager ne comprenait plus rien. Et favoriser aussi le ferroutage par rapport au transport routier et impulser une vraie politique des transports en commun. Tout en pérennisant les lignes secondaires dans un souci d'équité territoriale. Et pour un vrai service public des transports, sortir de la logique libérale de rentabilité et revenir à l'intérêt général, car les transports en commun, c'est notre bien à tous. On passe au rouge, une émission que vous pouvez retrouver chaque 3e lundi du mois de 8h à 9h sur Radio Campus.
Alors les déglingos, là, j'aimerais bien votre avis sur la stratégie qui a été adoptée là, de 2 jours de grève tous les 5 jours par les syndicats. Actuellement, Joseph, tu voulais parler ? Et d'une, ça aide les cheminots à tenir dans la durée financièrement. Et en plus, au plus ça dure, au plus on prend le temps de débattre du service public ferroviaire et pas seulement des merdouilles habituelles sur les usagers, pris en otage, etc. et autres images d'Épinal. Ok, ouais. Sabrina, ouais. Oui, je voudrais qu'on rétablisse un peu justice à cette grève qu'on appelle perlée et qui est absolument un mauvais usage du mot. C'est pas une grève perlée. Alors, c'est une grève... On peut donner des précisions peut-être. Hein. Il s'agit donc de faire grève pendant 2 jours consécutifs et tous les 5 jours. C'est quelque chose qui a peut-être en particulier du sens quand on travaille dans les trains, c'est-à-dire là dans une industrie importante ou quand il s'agit de relancer la machine, évidemment ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on peut donc imaginer que cette grève, finalement, ses effets débordent de ces 2 jours. Ouais, Jean-Jacques, tu veux me permettre ? Ouais, en fait, en cherchant pour la chronique que vous allez entendre juste après, j'ai entendu qu'il y avait énormément de débats chez les cheminots sur ce genre d'action. Effectivement, Sudrail notamment appellerait plutôt à des grèves plus massives. Je dévoile pas ce que vous allez entendre après, mais je me dis aussi que la question plus centrale serait celle de la convergence des luttes. Et là, il y a peut-être une réflexion à avoir parce qu'il n'y a pas encore de date aujourd'hui qui est vraiment lancé pour que tous ensemble on fasse plier le gouvernement. Ouais, déjà qu'on gagne cette bataille-là, ça serait déjà pas mal. Quand même, moi je souligne ce qui a été dit par Joseph précédemment. C'est génial cette idée. Hein, le combat là qui est mené, c'est toujours le même, c'est toujours celui du salaire contre le profit. Et ben avec un type d'action comme ça, on perd un peu moins de salaire dans la lutte. C'est toujours ça le prix. Travailleurs usagers, tous dans la même galère. Travailleurs usagers, nous sommes des prolétaires. Alors on a la rage d'être pris en otage par l'État, les médias, aux ordres du patronat. Travailleurs usagers, travailleurs exploités, travailleurs usagers, travailleurs exploités, travailleurs usagers, travailleurs exploités. Grève générale. Ici pas de première classe, pas non plus de deuxième classe. Oh, ici pas de première classe, pas non plus de deuxième classe. On est tous des prolos, on les a tous sur les dos. Les census, les médias, les larbins de l'État. Travailleurs usagers, travailleurs exploités, travailleurs usagers, travailleurs exploités, travailleurs usagers, travailleurs exploités. Grève générale. On n'a rien à négocier, car on a tout à gagner. Et toi les lapins dégage, on sera plus des otages. Fini la division, fini l'exploitation. La prochaine station, c'est la révolution. Travailleurs usagers, travailleurs exploités, travailleurs usagers, travailleurs exploités, travailleurs usagers, travailleurs exploités. Grève générale. C'était la chanson du collectif Usagers SNCF pour la grève illimitée. Et il est temps de retrouver Jean-Jacques là pour V'là le Vlog. Pour cette chronique de V'là le Vlog, j'ai écouté les excellents clients habituels Usul et Tatania Ventose, celle du fil d'actu. J'ai repris aussi des trucs de Je suis pas content, alias Greg Tabibian, de Audrey Vernon, humoriste de France Inter, qui va bientôt se retrouver à Radio Campus si elle continue à dire des trucs sensés. Et surtout Anas Kazib, militant Sudrail, qui très régulièrement poste des vlogs pour commenter les phases du mouvement. C'est lui, puis Audrey Vernon, qui répondent à la question que vous n'osez pas vous poser. La concurrence, ça n'aurait pas du bon pour les clients de la SNCF ? Non, oui. Il y a beaucoup d'usagers qui comparent l'ouverture à la concurrence, par exemple dans le télécom, où on se dit moi grâce à Free, grâce à machin, mon abonnement de téléphone il a baissé. C'est pas la même chose. Il y aura pas 10 rames de train sur des mêmes rails. Faut le comprendre ça. C'est-à-dire que demain
les concurrents vont se positionner sur des créneaux horaires, vont se positionner dans des secteurs. Et il n'y aura pas de concurrence en vérité. Il y aura un monopole privé. Il y aura des secteurs où dans telle gare, ça sera telle société privée du rail qui aura le monopole et qui fera la pluie et le beau temps sur les tarifs. Et on le voit à quel point la privatisation en Angleterre, c'est quasiment 14 à 20% du pouvoir d'achat des Anglais. C'est quasiment 350 € l'abonnement mensuel. Alors qu'en France, aujourd'hui, on est sur des passes Navigo, par exemple en Ile-de-France, où c'est 75 €. Et c'est même encore trop cher, j'ai envie de dire. Donc on n'a pas à brader ni la santé, ni le transport public aux sociétés privées qui viennent faire de l'argent pour leurs actionnaires. C'est une industrie à monopole naturel, les transports ferroviaires, parce qu'ils ont un coût d'infrastructure qui est tellement grand que par définition, il ne peut pas être rentable. Il n'a jamais été nulle part dans le monde et ne le sera jamais. En fait, c'est le même modèle qui a lieu partout en Europe. Quand on a privatisé le transport ferroviaire de voyageurs, en vérité, ça a coûté plus cher en subventions publiques à l'État et plus cher aux voyageurs en termes de tarifs de transport. On n'arrive pas à comprendre comment des entreprises privées à but lucratif vont faire mieux qu'un service public qui fait ça depuis 80 ans. La SNCF, elle est à nous. On a mis 80 ans pour la créer. Il ne faut pas la casser. Parce qu'après, personne n'arrivera à la réparer, on le sait. Arrêtez de donner nos trucs aux milliardaires. C'est notre projet! Est-ce qu'on va avoir des trains Virgin, des trains Apple, des trains de Elon Musk? On va faire Paris-Limoges via Mars? Oui, ok, vous dites-vous derrière votre poste de TSF ou votre volant de voiture. Mais les cheminots, ils ont quand même plein d'avantages et ils doivent aussi faire des efforts comme tout le monde pour le bien commun, non? Non? Quand Macron tente de détruire la SNCF, il tente bien évidemment d'aller chatouiller le prolo lambda en lui disant « T'as vu, regarde, maintenant ils seront autant dans la merde que toi, ils auront le même statut que toi, tout pareil, ils vont galérer. T'as vu, t'es content ? Vous étiez 0 et plus 1, maintenant vous êtes 0, tous les deux. C'est comme ça que... Moi, je suis plus 14, moi. C'est pas pareil en fait, c'est pas les mêmes chiffres. Et en bon stratège militaire, Macron a décidé de faire imploser la SNCF de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur parce que les nouveaux arrivants à la SNCF qui n'auront pas le statut de cheminot vont se retrouver en opposition avec les anciens qui eux l'ont encore, c'est le fameux diviser pour me régner, et aussi une destruction extérieure puisque en privatisant la SNCF, Macron va petit à petit la mettre sur un pied d'égalité avec toutes les autres entreprises, la fameuse concurrence libre et non faussée. Le statut de cheminot, c'est un jour de congé de plus que ce que prévoit le Code du travail, des RTT supplémentaires quand ils dépassent les 35 heures par semaine, mais aussi la possibilité de partir à la retraite plus tôt. Sur 145 000 salariés de la SNCF, 130 000 bénéficient de ce statut. Mais ces avantages, c'est pas grand-chose à côté de la fierté de faire un travail utile. D'ailleurs, puisqu'on en parle, il se pourrait bien que la priorité du gouvernement, ce soit finalement de s'attaquer à ça, à cet esprit de solidarité, cet esprit de résistance. Comment comprendre autrement le fait qu'on évoque aujourd'hui l'idée de priver du statut de cheminot les seuls nouveaux entrants ? Cela va créer de fait deux catégories d'employés, ceux d'avant et ceux d'après la réforme, une tactique classique pour briser tout esprit de corps, casser toute forme d'entraide, anéantir enfin cette culture centenaire. Ce fameux statut du cheminot avait été obtenu il y a en effet un bon siècle pour attirer et garder les ouvriers qualifiés au sein de la SNCF alors naissante. Si l'heure est à l'ouverture de la concurrence, quoi de plus logique que de commencer par supprimer ces avantages sur lesquels le privé n'aura pas à s'aligner quand il voudra débaucher des employés formés et compétents pour conduire et entretenir ses chouchous flambant neufs. Vu en plus le prix des trains, quand tu te dis qu'il y a des gens qui le prennent gratuitement, c'est normal en fait de rager et de se dire ils sont quand même un peu privilégiés. Sauf que c'est relatif et que c'est pas non plus la fête du slip chez eux quoi. C'est juste que par rapport à nous, effectivement, ils sont un petit peu mieux lotis. C'est juste qu'il y a différents niveaux de plus privilégiés que toi. Il y a ton voisin cheminot à 1800 balles par mois, et il y a les patrons de la SNCF. Comme la dernière patronne de la SNCF, Florence Parly, qui a touché 52 000 € par mois quand elle était à la direction de la SNCF, 413 000 € net entre janvier et juin 2017, en plus des centaines de milliers d'euros qu'elle a touchés parce qu'elle siège à des conseils d'administration de grosses boîtes. Ah oui, c'est sûr, ça c'est un niveau de privilège au-dessus. Et Florence Parly, elle devient quoi ? Elle est ministre. Elle est ministre des armées, pas des transports. Le dernier mot au syndicaliste Anas Kazib. Pour lui, la bataille du rail, c'est simple, ça doit être tout de suite tout le monde. Non ? Si ?
c'est maintenant qu'il faut y aller. On est à la croisée des chemins, on est dans une période justement où le gouvernement il est en train d'accélérer, où justement ils jouent leur quinquennat, où Macron, Jupiter est en train de jouer son quinquennat, donc va falloir le faire tomber. Et va falloir continuer à converger, et c'est super qu'il y ait une convergence entre les postiers qui partent en grève reconductible un peu partout. Il y a les portuaires qui vont bientôt appeler à la grève, il y a Air France qui continue à appeler à la grève, il y a les étudiants qui sont en train de bloquer de plus en plus de facs, donc c'est tout ça qui est bon. Il y a les éboueurs, et puis il y a bientôt les routiers, de ce que j'ai cru comprendre, qui vont se mettre aussi dans la bataille. Donc il y a un air de printemps 68, il y a un air de 95, et il va falloir faire en sorte que ça soit pas simplement un air, mais que ça soit une vraie convergence de lutte, et va falloir faire en sorte que cette bataille elle soit réelle et elle soit ensemble au même moment, de taper tous ensemble sur le même clou. Il n'y a pas 10 Macron, il n'y a pas un Macron pour la santé, un Macron pour le service public ferroviaire, il n'y a pas un Macron pour les étudiants, il y a un seul et même Macron, il y a un seul et même gouvernement, et il va falloir qu'on tape tous ensemble sur le même clou et qu'on y aille tous, et c'est maintenant. C'est pas dans 2 semaines, c'est pas dans 3 semaines, c'est pas dans 1 mois, c'est pas dans 2 mois, c'est aujourd'hui qu'il va falloir se battre, et c'est aujourd'hui qu'il va falloir mobiliser l'ensemble des travailleurs du rail, mais l'ensemble des travailleurs en général, de tous les secteurs du public et du privé, de se mettre dans cette bataille qui ne doit pas être uniquement une bataille du rail, mais qui doit être une bataille du tous ensemble contre ce gouvernement qui propose uniquement la régression sociale, la précarité et l'oppression des travailleurs, des chômeurs, des étudiants, des retraités et de l'ensemble des citoyens de ce pays. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6 en modulation de fréquence. Et là, on file à la manif avec Sabrina et l'équipée sauvage. Alors, l'équipée sauvage, constituée de Laurent, Aline, Lydie et Marie qui n'est pas là, et on lui fait un petit coucou ce matin. Et nous sommes allés interroger les cheminots lors de la manif du 22 mars. Lors de la grève du 22 mars 2018, face à Macron et ses propositions de réforme de la SNCF, nous sommes allés interviewer les cheminots. En 80 ans, le métier de cheminot a forcément évolué, mais cela reste un métier difficile et contraignant. Par exemple, la réglementation sur le nombre d'heures maximum travaillées par jour et le temps de pause ne sont pas respectés. Le salaire minimum est plutôt bas, contrairement à ce que la presse fait entendre. Peut-on vraiment croire qu'un cheminot gagne 3 000 € par mois ? Les cheminots travaillent toute l'année et font les 3-8. Le mouvement de grève actuel n'a qu'un objectif, empêcher la mise en place des préconisations du rapport Spinetta par le gouvernement. À part le capital, qui a intérêt à ce qu'il y ait un abandon des petites lignes ? Qui a intérêt à ce que l'on détruise le statut du cheminot pour le rendre plus rentable ? Qui prendra sa part de gâteau à l'ouverture de la concurrence du chemin de fer ? Personne. Les cheminots ont donc raison de se battre et laissons-les nous expliquer. Là, on n'est pas là pour le statut, parce que les médias, c'est bien de nous dire ça depuis le début, on est là pour le service public. Bien. D'abord parce qu'on entend tellement dire sur les cheminots, et moi je vais vous dire une chose, quand j'ai été embauchée il y a bien longtemps, je suis rentrée dans une entreprise de service public. Et quand j'ai pris ma retraite, j'ai quitté une entreprise commerciale qui n'était plus vraiment un service public. Et ça m'a fait mal, parce que les cheminots ont toujours défendu le service public. Voilà. Et on aurait voulu qu'il y ait beaucoup de gens qui le défendent comme nous. Quand maintenant j'entends les gens râler pour la tarification, nous on a manifesté très souvent pour une tarification de service public et on se sentait bien seul. Qu'est-ce qui nous amène ici ? Aujourd'hui, c'est une grosse journée d'action. Alors une journée d'action que ce soit pour les fonctionnaires, les cheminots et d'autres corps de métier qui se sont greffés à cette action par rapport à la politique qui est menée notamment par le gouvernement et l'équipe Macron. Je suis là pour défendre le service public tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, au travers de ce qui se passe par rapport à la SNCF, c'est une atteinte massive contre tous nos services. Vous l'avez compris, aujourd'hui les cheminots viennent manifester pour défendre un service public de qualité, défendre leurs conditions de travail ainsi que défendre les usagers. La SNCF devient alors une entreprise commerciale d'année en année. Oublions les principes fondamentaux du service public. Ils subissent régulièrement selon les gouvernements des changements sur leurs conditions de travail. Le fait d'éclater la SNCF en diverses branches fait qu'on perd quand même beaucoup de temps à chercher qui va payer et comment on va payer, au lieu parfois de vraiment se concentrer sur le service public. Et ça, c'est quand même dommage, quoi. Et en plus de dire tout le temps, c'est la dette, la SNCF est endettée. La SNCF, dès sa création,
Elle a été endettée parce qu'elle a repris la dette des anciennes compagnies. Et ces compagnies, c'était des gros patrons et qui ont fait du fric et qui ont donné leurs dettes au service public. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Effectivement, des évolutions dans le monde du travail, on en voit ces dernières années. Elles ne vont pas dans le sens que nous, on voudrait pour le monde du travail. Le monde du travail, de plus en plus, il est mis sous la coupelle du monde du patronat. Et donc le patronat, de plus en plus, il veut asservir et rendre le monde du travail esclave de leurs choix politiques et de leurs choix d'économie d'entreprise. Et nous, forcément, on ne peut que s'opposer à ce genre de politique néfaste pour les salariés, mais aussi pour le service public et la population d'une manière générale. Les cheminots ont donc observé une déshumanisation du service public, avec notamment des logiques budgétaires au rabais ayant un impact sur les salariés et les usagers. Depuis 1958, le nombre de cheminots ne cesse de baisser et leur fonction de se dégrader à cause des nombreuses restructurations de la SNCF et de cette fameuse dette. Les cheminots doivent constamment se battre pour défendre leurs droits et ceux des usagers, et pourtant des a priori sont toujours existants et sont même jusqu'à être appelés des privilégiés. Privilèges ? D'accord, lesquels ? Comme tout le monde, on travaille la nuit, on travaille les week-ends, on fait ce qu'il y a à faire. S'il y avait un métier idéal où on avait des privilèges et si on ne faisait rien, on le ferait tous ce métier-là. On arrête de diviser les gens maintenant, on s'unit et on va dire à ces personnes qui sont dans les tours d'ivoire que c'est terminé ce temps-là. Il y en a ras-le-bol. Ce sont des gens qui s'engraissent sur le système et qui vont nous dire encore qu'on est privilégiés. Je pense qu'on marche un peu sur la tête. Et les promesses électorales, elles sont quand même graves. Parce que c'est pas parce qu'on fait un score de 66% qu'on est légitime à tout faire et tout faire passer. Parce que cette légitimité, Jacques Chirac nous avait déjà fait le tour. J'ai 80%, je fais ce que je veux. C'est pas comme ça que ça marche. La démocratie, c'est pas comme ça. C'est pas une chose à plusieurs étages. On écoute le peuple. Il y a des choses qui ont été refusées à une époque. L'Europe a été refusée, c'est passé quand même. On est où là, au bout d'un moment ? On est où ? Là, le système est complètement en train de se mordre la queue. Et ça, il faut que ça s'arrête. Eh ben, je vais vous dire une chose. Alors, c'est vieux comme le monde. À chaque fois que les gens ont râlé, on a toujours essayé de les diviser. Moi, ce que je veux dire à ces gens-là, c'est que c'est pas un privilège, c'est un acquis. Les cheminots, ils sont bagarrés et ils ont obtenu ce qu'ils ont obtenu. Et que demain, si on leur enlève, ça va pas arranger leur situation pour autant. À ceux qui nous traitent de privilégiés, ça va rien leur amener de plus. Mais par contre, nous, on aura paumé et nous, on s'est toujours bagarré. Faut pas se leurrer, hein. Le patron, il a jamais rien donné. On s'est toujours bagarré pour obtenir cheminots et les autres, hein. Et aujourd'hui, on nous dit c'est des privilèges, non, c'est des acquis. Faut pas les oublier. Moi, dans ma carrière, j'ai aussi dit non à mon patron. Et j'avais pas forcément tort. Et si j'avais pas eu le statut, est-ce que je l'aurais fait ? Voilà, plus de statut, c'est un facteur d'inertie. Pour continuer à être offensif, pour continuer à faire progresser, il faut aussi être protégé. On veut juste leur faire comprendre qu'on n'est pas des privilégiés, qu'on a juste un boulot, qu'on essaye de l'exercer dans de bonnes conditions et aujourd'hui on peut pas. Donc ce que j'ai à répondre à ceux qui disent qu'on est des privilégiés. Oui. Eh bien écoutez, lever à 5h30, rentrer chez moi à 18h pour une paye de 1 300 €, je sais pas, vous considérez ça comme privilégié? Moi je crois pas. Et ce 5 fois par jour, 5 fois par semaine, pardon, du lundi au vendredi. Donc je ne pense pas être un privilégié en ayant ça en tout cas. En fait, nous, on n'a pas plus que les autres. On cotise pour avoir le statut donc, que nous avons. On cotise plus qu'un salarié lambda pour nos retraites. Il n'y a rien de honteux. Le statut du cheminot, c'est ce que tout le monde devrait avoir. Hein. Les cheminots demandent à chacun de se renseigner davantage sur les propositions du gouvernement et de s'informer, car c'est aussi le combat de tous. En effet, cette réforme va également changer la donne pour l'ensemble des usagers. Tout ce qui sera déficit, tout ce qui sera problème pour régler pour les infrastructures de la SNCF, c'est nous, les contribuables qui allons se le faire. Et puis quand il y aura du bénéfice, c'est le privé qui va se le faire. La suppression des petites gares, des petites lignes, l'augmentation des prix du billet. Pour l'usager, on lui fait croire à l'usager que l'ouverture à la concurrence est la solution des maux de la SNCF.
on lui fait croire que la dette de la SNCF est liée et due au statut des cheminots, alors qu'en fait tout ça c'est une poudre aux yeux. Le statut du cheminot, quand on l'attaque, en fait c'est uniquement pour essayer de ramener l'ensemble du salariat au plus bas et surtout mater le monde du travail et le rendre esclave du patronat, comme je disais tout à l'heure, et surtout l'ouverture à la concurrence. Vous prenez l'exemple de l'Angleterre. En Angleterre, l'ouverture à la concurrence, elle s'est faite dans le monde du ferroviaire, et aujourd'hui le système ferroviaire anglais, il revient à la renationalisation parce qu'il se rend compte qu'il y a eu dégradation du service, dégradation de la sécurité et surtout augmentation des tarifs, contrairement à ce qui était vanté par l'ouverture à la concurrence. On voit bien que les réformes actuelles ne servent qu'à préparer le terrain de la mise en concurrence du secteur ferroviaire. Ce que veut le gouvernement, que le cheminot devienne un salarié plus rentable, plus flexible, comme tant d'autres dans le pays. Tout cela ne profitera bien évidemment ni aux usagers, ni aux salariés, mais uniquement aux actionnaires des entreprises qui se lanceront dans le transport ferroviaire privé. Et cette dégradation du statut des fonctionnaires peut être constatée dans l'ensemble des services publics. Ne les laissons pas nous diviser. On passe au rouge, une émission que vous pourrez retrouver pendant 8 semaines sur le site de Radio Campus, campuslille.com et sur YouTube. Laurent, tu voulais réagir. Oui, il y a un truc qu'on oublie souvent de dire, c'est que la SNCF pratique beaucoup moins les inégalités salariales que les compagnies de transport privées. Dans le privé, ce sont les ouvriers et les petits salaires qui sont payés jusqu'à 30% moins que les petits salaires de la SNCF. C'est pas les salaires des cadres. Merci Laurent, merci. On retrouve tout de suite Habib pour ses chroniques de l'Union locale de la CGT de Tourcoing. Bonjour, je vous présente une chronique qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur la profondeur du combat des cheminots. Et en fait, j'ai contacté le secrétaire général de la CGT de Versailles, cheminot, Mathieu Paul Reda. Nous, on se bagarre pour nos revendications de la corporation, et on en est fiers, on n'a pas de problème avec ça. On défend nos revendications métiers des cheminots, mais à travers ça, on défend l'ensemble du service public ferroviaire, et ça c'est fondamental, parce qu'il nous parle du statut, il nous parle de je ne sais quoi, mais la douloureuse, derrière l'écran de fumée du statut, elle apparaît à travers un rapport Spinetta et le projet de pacte ferroviaire. C'est la suppression de 9000 km de ligne, c'est l'augmentation des tarifs, c'est la perte du service public ferroviaire. Et derrière ça, c'est pas pour rien que par exemple les électriciens et gaziers se sont calés sur le même favori que nous, parce que nous aussi défendons la renationalisation de FGDF, la défense des services publics, on est tous les usagers les uns des autres. C'est très intéressant de voir que les éboueurs aussi et les gens de la collecte des déchets se sont aussi calés sur un calendrier de grève longue et dure comme nous, y compris parce qu'ils demandent la création d'un grand service public du nettoyage et du traitement des déchets. On se rend compte qu'effectivement, oui, nous on défend aussi nos revendications corporatistes, mais défendre le statut, défendre la possibilité de ne pas être licencié économiquement, pour nous c'est une revendication qui va au-delà des cheminots. On défend l'interdiction des licenciements économiques pour tous. Et beaucoup de gens se rendent compte que les cheminots sont un verrou, c'est-à-dire on s'attaque à une corporation qui est réputée combative pour pouvoir la casser et faire peur à tout le monde, et puis après s'attaquer à tous, s'attaquer au CDI, s'attaquer aux conventions collectives, etc. On organise des combats de pauvres dans ce pays. On essaie de nous faire jalouser les uns des autres. Nous, on va jalouser la retraitée, on va jalouser les chômeurs, le privé va jalouser le public, etc. Enfin, et on se bat, nous, les uns contre eux, on veut faire nous battre les uns contre les autres, pendant que ceux qui ne font rien, qui vivent grassement du travail des autres, leur argent travaille pour eux, notamment les actionnaires du CAC 40, des grandes multinationales, eux sont bien tranquilles dans leur palais. Donc il y a un moment donné où il faut que nous, tous la classe ouvrière, ceux qui créent toutes les richesses de ce monde, les pauvres, la jeunesse, les retraités, on s'unisse ensemble et qu'on soit en capacité de montrer un visage d'unité et de combat pour la défense
la défense de nos intérêts contre ceux du capital. Donc, comme le précise mon camarade, en fait, il dénonce la politique gouvernementale qui vise à monter les salariés les uns contre les autres, les corporations les unes contre les autres, et les attaques les unes après les autres. Donc maintenant, ça nous amène à une question. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue de prendre des coups dans la gueule et rester pacifique, ou est-ce qu'on leur met autant de coups dans la gueule qu'ils nous mettent ? Mais non, la question, elle est simple. Est-ce que le peuple français qui pense avoir une histoire et être un grand pays sera à la hauteur de ce à quoi on veut nous asservir, c'est-à-dire le capital, l'exploitation, les humiliations. Ils veulent clochardiser les gens sans qu'ils bronchent. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur 106,6. Alors Habib, clochardiser les salariés, très bien, certes, mais est-ce que quelqu'un veut réagir à cela ? Oui, moi. C'est important la bataille des cheminots là. D'abord, il faut qu'ils défendent leur bout de gras, leur salaire, leur statut. C'est le premier étage de la fusée. Ensuite, il y a la question de la SNCF et de son statut. C'est quand même quelque chose qui est fondamental. Parce que derrière, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux d'environnement, il y a des enjeux économiques, de transport des gens. Puis derrière, c'est la question du service public et donc des services publics. Et ce que dit bien ce syndicaliste, c'est qu'il y a encore un dernier étage à cette fusée, c'est que ce combat, c'est finalement quelque chose qui est un combat, un barrage pour tout le reste des droits des salariés de ce pays. C'est un rempart contre la destruction, la suite de la destruction du droit du travail. Quelqu'un d'autre ? Ouais, Lydie. Ouais. Oui, je voulais citer Thierry Mallet, qui est PDG de Transdev, et qui disait qu'il faut à tout prix permettre une organisation du travail qui soit différente de celle qu'on a aujourd'hui, si on veut créer plus de polyvalence et de flexibilité. Et là, on a l'impression que cette flexibilité, cette polyvalence, on veut nous l'imposer à tous. Donc le combat des cheminots, c'est pas seulement le combat des cheminots, mais c'est le combat de tous. Voilà, sinon ça sera la précarité généralisée. Merci Lydie, c'est un peu la dernière citadelle là, à défendre. Est-ce que quelqu'un veut encore réagir ? Moi j'aimerais bien réagir. En fait, pour s'organiser, ce qu'il faut, c'est déjà se syndiquer massivement, participer aux caisses de grève, venir profiter justement de la solidarité des gens et s'organiser massivement, parler en famille, dénoncer ce que les uns et les autres subissent dans son entourage, et venir dans la rue et bien évidemment faire la grève dans son entreprise. Il faut ramener la lutte dans les entreprises, dans tous les métiers, que ce soit dans le social, dans le commerce, à tous les niveaux. Toutes les corporations n'y échapperont pas à la pauvreté de masse que Macron veut nous imposer. Pas que Macron, oui. Mais bon, le patronat. Le représentant des banquiers, de la politique libérale. J'arrive à Paris à l'aéroport. Je prends le train. Non, c'est pas possible. Pourquoi ? J'arrive à Paris à l'aéroport. Je prends le bus. Non, c'est pas possible. Pourquoi ? Tout le monde me dit aujourd'hui c'est la grève. C'est quoi la grève ? Hey, petit cheminot, où es-tu ? Petit cheminot, que fais-tu ? Petit cheminot, pense à moi. Besoin de toi. Hey, petit cheminot, I love you. Petit cheminot, I need you. Petit cheminot, ne me laisse pas. Chante avec moi. La 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 la. Tchaf tchaf. 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 Encore la 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 la. Tchaf tchaf. 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 Hey, j'arrive à Paris, place de l'Opéra. Hey, je vole le taxi. Oh non, c'est pas possible. Y'en a plus. J'arrive à Paris, place de l'Opéra. Hey, je vole le libre. Oh non, c'est pas possible. Y'en a plus. Tout le monde me dit aujourd'hui c'est la grève. C'est encore la grève. Hey, petit cheminot, où es-tu? Petit cheminot, que fais-tu? Petit cheminot, pense à moi. Besoin de toi. Hey, petit cheminot, I love you.
petit cheminot, I need you. Petit cheminot, ne me laisse pas. Chante avec moi. La 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 la, tchaf tchaf. La 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 la, tchaf tchaf. La 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 la, tchaf tchaf. La 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 la. La chanson du dimanche, Petit cheminot. Ah, là on se pose un petit peu, la lutte se calme et on retrouve Joel Bolshaw avec Working Class Heroes. Working Class Heroes, héros populaires d'hier et d'aujourd'hui, du réel ou de l'imaginaire. 1981, Irlande du Nord. Bobby Sands meurt après une grève de la faim de 66 jours dans la prison de Long Kesh. Ils sont au total une dizaine de volontaires, proches de l'armée républicaine irlandaise à y passer, après avoir exigé en vain du gouvernement britannique de leur reconnaître le statut de prisonniers politiques qui leur a été retiré quelques années plus tôt. Tous sont âgés de 20 à 30 ans. La ségrégation bat son plein dans l'Irlande des années 60, où grandit le jeune prolo Bobby Sands, dans la banlieue de Belfast. Le chômage est 2 fois plus fort dans la population catholique, victime de discrimination à l'embauche. Le système électoral minore leur représentation. Les postes de fonctionnaires, dans la police notamment, sont presque tous réservés aux protestants loyalistes, réputés fidèles au pouvoir de Londres et à la couronne. Un mur de 5 mètres de haut sépare les quartiers catholiques et protestants à Belfast ou à Derry. Les enfants ne vont pas dans les mêmes écoles. La répression du mouvement pour les droits civiques provoque l'escalade de la violence, comme lors du Bloody Sunday. Le dimanche 30 janvier 1972, le premier bataillon parachutiste tire à balles réelles sur une marche pacifique de 20 000 personnes. Pourquoi les enfants de Belfast et tous les ghettos, quand ils balancent un caillasse, on leur fait la peau? Je croyais que David et Goliath, ça marchait encore, que les plus petits pouvaient se débattre sans être les plus morts. Les aspirations des catholiques irlandais sont portées par le Sinn Féin, parti indépendantiste républicain, très marqué à gauche. À 18 ans, le jeune apprenti en carrosserie Bobby Sands rejoint sa branche armée, l'IRA, reformée suite aux exactions des milices loyalistes contre le soulèvement des ghettos catholiques. Il est très populaire mais n'échappe pas à la prison. Dans les années 70, des lois d'exception permettent de multiplier les arrestations. Face aux violences carcérales et au refus de leur statut politique, des prisonniers comme Bobby Sands enchaînent les actions de protestation. Grève des vêtements, où ils passent plusieurs mois vêtus d'une simple couverture. Grève de la propreté, grève de la saleté, où ils recouvrent le sol et les murs des cellules avec le contenu des toilettes. Jusqu'aux grèves de la faim, où chaque prisonnier rentre en grève en prenant le relais de l'autre. Bobby Sands est le premier de la liste. Mais les revendications des militants nord-irlandais vont se heurter à la nouvelle figure du pouvoir conservateur, qui entre en 1979 au 10 Downing Street. Influencée par les économistes libéraux, Margaret Thatcher veut en finir avec le welfare state de l'après-guerre et la prépondérance du rôle de l'État. Pendant 11 ans, elle met en œuvre une stratégie intransigeante, axée sur les privatisations, la dérégulation de l'économie et du marché du travail. Elle met à genoux les puissants syndicats britanniques qui dénoncent les fermetures dans l'industrie et les mines. Le pays change de visage. La proportion de familles vivant en dessous du seuil de pauvreté passe de 8% en 1979 à 22% en 1990, soit 9 millions de personnes, dont 3 millions d'enfants. Son héritage sera porté par les adeptes d'un modèle de marché sans entrave, à commencer par ses successeurs, qui ont par exemple poursuivi la privatisation du chemin de fer. En début de son mandat, Thatcher veut une démonstration de fermeté comme entrée en matière. Elle a besoin de faire un exemple, et l'action des prisonniers irlandais va lui en donner l'occasion. Même l'élection de Bobby Sands comme député du Parlement pendant sa grève ne fait pas fléchir la Dame de Fer. La fin tragique de Bobby Sands marque le début d'une période d'émeutes et d'affrontements. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Spring's a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town.
J'étais seulement un enfant de la classe ouvrière d'un ghetto nationaliste. Mais c'est la répression qui a créé l'esprit révolutionnaire de liberté. Je ne me résoudrai qu'à la libération de mon pays, jusqu'à ce que l'Irlande devienne une république souveraine, indépendante et socialiste. Près de 40 ans après, les checkpoints et les blindés ont disparu des rues de Belfast. Les fresques murales des groupes paramilitaires ont été peu à peu remplacées par des dessins pacifistes. Mais on y retrouve toujours le sourire du héros de la liberté, Bobby Sands, et aussi ces quelques mots pour dire que l'Irlande n'a rien oublié. Notre revanche sera le rire de nos enfants. On veut bien être gentil, mais pas con. La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques rouges. C'est Le capitalisme n'est pas échoué. Jouez pas au con avec nous. On est trop gentil. Le rouge c'est la couleur du sang, le rouge c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence. On est gentil, on est toujours gentil. C'est le capitalisme n'est pas échoué. Je veux dire, arrête-toi. Mais le rouge c'est aussi la couleur du vin. Le vin qui dit vin dit pot de vin. Parce que tout ça c'est magouille et compagnie, c'est politico. Tu vois, c'est des histoires de fric. Je vote pas pour les capitalistes, hein. Quoi, je suis ouvrier. On est trop gentil. On passe au rouge, c'est fini pour ce mois-ci. On se retrouve le 21 mai, lundi 21 mai, troisième lundi du mois de mai. D'ici là, on se recroisera sans doute en manif et puis au cortège, au défilé du 1er mai. Au revoir à toutes, au revoir à tous. Salut gros dada. Salut. Gros dada. Salut Momo. À bientôt. Les gros poutous.